ce fait, nous avons invité 4 orateurs, débatteurs. Il s'agit de monsieur, je vais le présenter directement. Je commence par vous présenter monsieur Amba Wechi, journaliste. Il va passer et se mettre devant. Notre deuxième orateur, débatteur, ce serait le docteur Jean-Jacques Mbungani. Il n'est pas à présenter, mais applaudissements quand même. Le troisième orateur, c'est monsieur l'ingénieur Crispin Kaépé. Il s'est excusé, il n'est pas encore là, il pourra arriver, mais bon, dès qu'il arrive, vous le verrez. Nous passons au quatrième orateur, c'est monsieur Roger Kaela plutôt. Roger Kaela. Monsieur Roger Kaela, excusez-moi. Donc encore une fois, cette conférence débat est organisée par l'Alliance Barou Belgique. C'est une ASPL qui s'occupe du socio-économique, plus précisément au Congo. Mais il a une antenne fixe au Congo, c'est l'association de Manabarumbu. Pour une fois, on discute pays. On a voulu tout esprit, toute intelligence bien ordonnée. On commence par des débats. On commence par des idées pour arriver à créer, à projeter et à réaliser quelque chose de bien. Notre pays en a fortement besoin. Sans plus tarder, vu le retard accumulé, je passe la parole au docteur Jean-Jacques Mbungani, qui sera notre premier orateur. Après son exposé, lui qui parlera plus santé, il y aura des questions. Mais les questions, on aimerait que ça soit à la fin des 3 exposés. Comme ça, on aura le temps de débattre et d'échanger. Pour en premier temps, c'est l'exposé de monsieur Jean-Jacques Mbungani. À vous la parole. Bonsoir, chers compatriotes, membres de l'assistance de la rencontre de ce soir, organisée par l'Alliance Barou Belgique, ASBL. Je suis très honoré de prendre la parole en premier de mes co-débatteurs. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venus, malgré le retard, pour cet échange de ce soir. Je tiens surtout à féliciter et remercier les organisateurs de la soirée de ce soir pour avoir pris l'initiative de mettre l'homme au centre du débat, d'inviter différents interlocuteurs, dont moi-même, pour échanger. Le thème que l'on privilégie aujourd'hui, le développement des réserves humaines, des ressources humaines en RDC, l'homme congolais agent de son développement. Finalement, on m'a demandé de débattre de l'état du point de vue santé de l'homme et de faire un corollaire avec notre pays. Il est important de rappeler que si l'homme est le moteur du développement de la société, l'homme lui-même est tributaire de son état de santé. Il est impossible d'imaginer qu'un homme en mauvaise santé, une société en mauvaise santé ne pourra pas produire des résultats cohérents pour le développement. Donc, pour que l'homme soit moteur de société, il faut que sa santé soit également prise en cause. Donc, il y a un axe triangulaire important que nous devons retenir. L'homme moteur du développement de la société, si la société se développe, et la société va aussi améliorer l'état sanitaire, et si la santé de l'homme est bonne, l'homme sera apte à développer la société. J'espère que vous m'avez suivi. Un axe triangulaire, il est important que l'homme, moteur du développement, lui-même tributaire de son état de santé, ait une santé correcte pour que
les choses avancent correctement. Donc, j'aimerais dire ceci, que l'existence d'un système de santé permanent et performant est l'une des conditions indispensables pour diminuer la souffrance humaine, maintenir stable la santé des humains et promouvoir le développement multisectoriel de la société. À ce niveau, vous savez que les objectifs du millénaire, il y en a 8. De 2000 à New York, on a demandé à ce qu'on puisse réduire un certain nombre de paramètres pour le bien-être de l'homme. Il y a la souffrance, il y a le développement, il y a la santé également. D'autres interlocuteurs les citeront dans les détails. Je me suis finalement dit qu'il était important de définir c'est quoi un système de santé permanent et performant. C'est finalement une société ou un modèle de société qui offre à sa population l'accès aux soins de santé basés sur plusieurs étapes. Les soins de santé primaires, les soins de santé secondaires. Tout en rappelant que l'objectif ultime des soins de santé primaires est une meilleure santé pour tous. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a recensé 5 éléments clés pour parvenir à la santé pour tous. C'est d'abord réduire l'exclusion et les disparités sociales, intégrer la santé dans tous les secteurs de la vie quotidienne, organiser les services de santé autour des besoins et des attentes des populations, suivre des modèles de collaboration et de dialogue politique. Quand on parle d'objectifs de santé primaire, on ne peut pas non plus mettre de côté ce qu'on appelle les déterminants sociaux. Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. On peut naître pauvre ou riche, ça dépend. Et effectivement, l'accès aux soins de santé diffère en fonction des moyens des parents. On peut grandir dans des banlieues, dans des villages ou dans les villes. L'accès aux soins de santé diffère en fonction de là où on grandit. On peut travailler dans des milieux hostiles à la santé, où il y a le tabagisme actif ou passif au niveau du travail, où il y a de l'amiante. On a connu des cas des personnes qui ont attrapé des maladies. Donc, les déterminants sociaux sont importants. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ça, c'est aussi les objectifs du millénaire pour pouvoir diminuer les inégalités à l'accès aux soins de santé. Donc, il faut penser aux différents déterminants sociaux dans notre société. Un exemple plus concret, d'ailleurs, celui qui vit à Mbandaka n'a pas le même accès aux soins de santé que celui qui vit à Kinshasa. Celui qui vit au Congo n'a pas accès aux mêmes moyens de se soigner que celui qui vit en Afrique du Sud et ceux qui vivent en Afrique par rapport à l'Europe. Donc, en fonction des continents, des pays et même dans un même pays, des villes, on peut avoir des différences d'accès aux soins de santé primaires. C'est quoi finalement un système de santé performant? C'est un système de santé qui offre des services de qualité à tous, quel que soit le moment, le lieu où on en a besoin. Mais la configuration exacte des services varie d'un pays à l'autre, comme je viens de le dire, mais il y a des circonstances invariables. Il faut qu'il y ait un mécanisme de financement solide, un personnel qualifié. Ça, j'aimerais bien le dire. Dans nos pays d'Afrique, actuellement, le personnel médical est quand même sous-qualifié par rapport à d'autres pays d'Europe, par exemple. Les données sanitaires au niveau national doivent être fiables, tenir des fichiers des registres. On sait que dans certaines zones, il y a des gens qui naissent sans que leur date de naissance soit enregistrée, faute de logistique. Il faut qu'il y ait une infrastructure bien entretenue. Les hôpitaux, les sacs d'op, il faut que ça soit dans un état capable. Or, on sait que dans nos contrées, des fois, on peut être dégoûté à la vue d'une salle d'opération. Moi-même, personnellement, j'ai vu des médecins opérer avec des lampes torches dans des conditions très difficiles.
Les moyens logistiques aussi sont importants pour acheminer les différents matériaux médicaux dans l'arrière-pays. Or, le transport fait défaut dans nos pays, donc cela empêche à ce que tout le monde ait accès aux soins de santé. Donc, en gros, je voudrais dire que toute la politique mondiale vise à une couverture sanitaire universelle, comme en Europe, en Belgique, aux États-Unis avec les mutuelles, car elle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs et palliatifs. Mais, chers amis, que constatons-nous pour faire le corollaire avec notre pays en République démocratique du Congo? La situation sanitaire est plus que catastrophique. Avec le retour en force des maladies jadis éradiquées, vous savez que les maladies qui, à l'époque, rougeole, poliomyélite, la lèpre, la trypanosomiase, donc la maladie de sommeil, le choléra, toutes des maladies qui étaient éradiquées, maintenant reviennent en force. Parce que la politique sanitaire est insuffisante. À l'état actuel des choses, le niveau de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement lié au secteur accusé, donc le secteur de santé, accuse un déficit jamais vu. Comme exemple, il y a en moyenne 126 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge d'1 an. 213 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge de 5 ans. C'est énorme, 213 sur 1000. La mortalité maternelle est de 1289 décès pour 100 000 naissances vivantes. Dans le domaine de santé publique, les infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, l'administration des soins de santé de qualité, les équipements tant de laboratoire que autres sont totalement déficients et le taux de mortalité ne cesse de croître dans les populations générales. Dans ce registre, la situation des provinces est encore pire que celle de la capitale. Aucun hôpital de plus de 150 lits par province sur les 31 prévus n'a été construit, tout comme aucun centre de santé par territoire sur les 145 prévus. Le secteur de la santé au Congo ne bénéficie que de 3,5% du budget national, au lieu de 15% qui a été décidé à Abuja en 2010. Les pays africains s'étaient réunis pour faire un effort à ce que les budgets nationaux considèrent au minimum 15% pour la santé dans leur pays. En RDC, nous sommes à moins de 4%, ce qui est catastrophique. Mais, à en croire la politique sanitaire actuelle du gouvernement, ils prétendent améliorer la formation de base du personnel médical, améliorer les conditions de travail et la paie du personnel médical, harmoniser les ressources financières des partenaires, augmenter les infrastructures et équipements médicaux des hôpitaux, augmenter le budget alloué à la santé, augmenter la courbe de vaccination et réduire le taux de mortalité infantile. Il faut quand même rappeler, il est important, que toutes les guerres que nous connaissons en RDC depuis 1997 est venue aussi aggraver les situations sanitaires de notre pays avec des déplacements internes des populations, des déplacements des populations vers les pays voisins, des tueries, des viols, des violences d'ordre sexuel, entraînant une grande précarité au niveau sanitaire en République démocratique du Congo. Même si nous décrions les guerres, nous ne pouvons passer outre la politique de gabegie financière qui est appliquée par le gouvernement qui gère notre pays en ce moment au niveau sanitaire. Alors que dans l'introduction, j'ai rappelé que l'accès aux soins de santé primaires, c'est ça la base de la couverture sanitaire universelle. L'accès aux soins de santé primaire est déficient dans notre pays. Vous avez suivi l'inauguration en grande pompe de l'hôpital du Cinquantenaire, qui a été inauguré dernièrement, avec un coût de réhabilitation de 100 millions de dollars. Moi, je pense que c'est malheureux de mettre beaucoup d'argent pour une structure pareille, alors que la couverture sanitaire universelle dans notre pays fait défaut et que bien souvent, dans l'arrière-pays, il y a des gens qui meurent simplement par manque d'une aspirine. Il faudrait que nous revoyions la politique sanitaire de notre pays. Je pense qu'il faut commencer par la base et montrer vers le sommet, et non commencer par le sommet et descendre vers la base. Dans ce contexte, tel que je viens de décrire,
où au départ je disais que l'homme moteur du développement de la société, l'homme tributaire de son état de santé, comment voulez-vous que cet homme puisse, si sa santé n'est pas bonne, être contributif de manière efficiente par rapport au développement de son pays? Par exemple, un médecin, quand vous consultez un médecin à Kinshasa, ici nous avons les couvertures sociales, les consultations chez médecins généralistes varient de 10 $ à 50 $ en fonction qu'ils soient en privé ou dans une institution publique. Les spécialistes, ça varie de 30 $ à 100 $. Pour une échographie, il faut au minimum 20 $. Pour un scanner, il faut 250 $. Pour faire la dialyse, il faut au minimum 250 à 300 $ par séance, tout en sachant que les insuffisants rénaux doivent bénéficier de 3 séances de dialyse par semaine. C'est pour ça que vous savez aisément que ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, la plupart meurent par manque de moyens ou vendent tous leurs biens par manque de moyens s'ils ne peuvent pas venir à l'étranger. Un exemple, un enfant se présente à la garde d'un hôpital de Kinshasa, dont je préfère ne pas citer le nom. On lui diagnostique la méningite. Il faut donner un antibiotique, c'est la rocéphine. Cet antibiotique coûte très cher, minimum 20 $ l'ampoule. Eh bien, le médecin-chef dit à la famille d'aller acheter un cercueil. Parce que même si on soigne, il y a toujours des risques, des séquelles au niveau neurologique où l'enfant peut aussi bien s'en sortir. Mais voyons une famille qui habite Ngaba, qui n'a pas les moyens de dépenser plus de 20 $ par jour. Le médecin qui a en réserve, dans sa réserve de la rocéphine, préfère vendre ça aux familles qui ont les moyens de sauver leur enfant, parce que lui-même, ce médecin, a aussi ses enfants qui étudient peut-être en Afrique du Sud ou peut-être en Europe. Vous voyez la difficulté. Dans un premier temps, nous jugeons une mauvaise attitude du médecin qui refuse de donner le médicament, mais l'état du pays, l'état de la pauvreté du pays pousse les médecins, le personnel médical à ne plus avoir de cœur. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dans ce propos. J'aimerais simplement remarquer que si l'état de santé de la population n'est pas correct, cette population ne peut guère être un outil, un modèle pour le développement de la communauté. J'ai dit, je vous remercie. Et sans plus tarder, nous avons dit au départ que notre conférence débat tournait autour de 4 piliers. L'éducation, la santé, l'énergie et enfin, on parlera un peu politique avec les mêmes orateurs et surtout le journaliste Ambaweti. Maintenant, nous passerons la parole à Monsieur Roger Kayala. Ah non, on me signale que ça change un peu. Donc c'est Monsieur Ambaweti qui devrait faire son exposé. Mais je vais essayer d'être très concret. Le thème, c'est l'homme congolais et son destin. Avant de voir, nous savons tous un homme, ce qu'il est, nous verrons un peu ce qu'est le destin. Mais avant de rentrer dans des définitions, je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité qui se passe chez nous, parce que ça illustre vraiment le sujet qui m'est imparti. Nous suivons tous, depuis le 4 mai dernier, le secrétaire d'État américain, John Kerry, est venu à Kinshasa transmettre à Joseph Kabila un message de son gouvernement, lui dit de respecter la Constitution. Ce qui veut dire implicitement que il n'est pas question que le président actuellement en fonction puisse briguer un 3e mandat présidentiel. Pour une raison simple, l'article 70 de la Constitution congolaise, dans son alinéa premier, dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Or, Joseph Kabila est à son 2e mandat, qui est censé prendre fin exactement, si il prête au ciel, le 19 décembre 2016.
beaucoup de compatriotes ont réfléchi, ont réagi dans tous les sens, que ce n'est pas normal qu'un étranger puisse quitter les États-Unis, venir au Congo pour nous rappeler ce qui est tout à fait normal. Parce que si on était dans un état de droit, il n'y a même pas de débat. On attendrait simplement, en 2016, il y a élection et puis un président entrant prend la place du président sortant. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est justement quand on va arriver dans la définition du mot destin pour dire que depuis qu'il y a un espace appelé Congo, les habitants de cet espace n'ont jamais été maîtres de leur avenir. Nous prenons par exemple de 1885, quand il y a eu la conférence de Berlin, au cours de laquelle l'Afrique a été partagée comme un gâteau par les grandes puissances de l'époque. Ce sont ces grandes puissances qui ont décidé, voilà, mon territoire va de tel endroit à tel autre endroit. On nous appelle des tribus aujourd'hui, alors qu'au fond, nous sommes des nationalités. Hein, certaines communautés chez nous dépassent 1 million, 2 millions, 3 millions, voire 5, 6 millions. Vous avez les Luxembourgeois qui sont ici, ils n'atteignent même pas 1 million d'habitants, on appelle ça une nation. Vous partez de 1885 à 1908, nous étions d'abord la propriété du roi Léopold II, et à partir de 1908, on est devenu une colonie belge. C'est encore des gens extérieurs qui ont décidé l'avenir qu'ils donnent au peuple qui habite dans l'espace appelé Congo. De 1908 à 1960, colonie belge, c'est encore les Belges, des étrangers, qui ont décidé de notre destin. Ils ont estimé par exemple que les Noirs sont comme des enfants, je les cite. Les mathématiques, c'est trop compliqué pour eux, il ne faut pas leur donner des cours de mathématiques. Ils doivent faire seulement l'enseignement primaire, et puis après l'enseignement primaire, qu'on appelait école moyenne, ils doivent faire une formation professionnelle. C'est un peu tard que beaucoup de nos grands-parents, arrière-grands-parents ont pu accéder à un niveau élevé des études. Donc c'était toujours les étrangers qui décidaient à notre place. Et puis nous arrivons à l'indépendance, en 60. Moi j'aime dire la proclamation de l'indépendance. C'est différent de l'indépendance. Parce que là, on n'a que proclamé. Et voilà, en 60, avec la guerre froide, le monde occidental est venu nous donner une aide multiforme. Sur le plan militaire, des gens comme nous avons eu comme professeurs des Haïtiens, des Roumains qui étaient venus, toujours dans le cadre de l'aide extérieure. Donc nous décidions toujours rien. C'est toujours les autres nations qui décidaient pour nous. Et ce n'est qu'en 1990, quand la guerre froide a pris fin, que nous avons découvert que nous n'étions qu'un État dépendant de l'aide extérieure. Vous savez, le 31 mai, je vais un peu du coq à l'âne, mais vous comprendrez un peu la structure. Le 31 mai dernier, Joseph Kabila a réuni des ambassadeurs, comme vous avez suivi. Il les a sermonnés parce qu'il a appris que le chef de la mission de l'ONU au Congo réunissait les partis politiques, il réunissait des partis de la majorité. Kabila considère que c'est une ingérence dans les affaires internes de notre pays. Et quand vous analysez ce qu'il a dit, ça rappelle un peu ce que le président Mobutu disait déjà dans les années 90 à 97. Il y avait ce qu'on appelait la Troïka, Belgique, France, États-Unis,
qui dictait au président Mobutu pratiquement le nom du premier ministre qu'il faut nommer. Et le président Mobutu aussi demandait qui leur a donné mandat pour s'ingérer dans nos affaires. Mais le président Mobutu, tout comme Joseph Kabila, oublie une chose, c'est qu'il ne peut y avoir d'ingérence que là où règne la dépendance. C'est extrêmement important. On ne peut s'ingérer que dans les affaires de ceux qui sont dépendants. Comme on dit vulgairement, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, j'ai voulu aborder cet aspect en commençant par ce sujet d'actualité. Et je vais aborder un autre sujet, comme Dr Mbungani vient de le faire, c'est à propos des objectifs du millénaire. En septembre 2000, les Nations Unies, il y avait, je crois, 191 États, ont décidé de décréter ce qu'ils appellent les objectifs du millénaire, c'est-à-dire pendant une période de 15 ans, donc de 2000 à 2015, toutes les nations membres de l'Organisation des Nations Unies allaient consacrer un effort, d'abord pour combattre la pauvreté, alphabétiser la population, lutter contre le VIH-Sida, essayer de lutter pour qu'il y ait un environnement tout à fait sain pour l'homme, le problème de la femme, la rendre beaucoup plus autonome, etc. etc. C'est 8 points. Joseph Kabila, ce n'est pas pour le charger, est devenu président de la République en 2001, c'est-à-dire une année après les objectifs le déclenchement des objectifs du millénaire. Eh bien, au mois de mars dernier, il y avait une réunion au Sultanat d'Oman. La capitale, c'est Mascate. Eh bien, c'était pour faire le point sur le chemin parcouru depuis 2001 jusqu'à 2014, puisque le bilan sera fait en 2015. Le Premier ministre Matata a été représenté notre pays là-bas. Et le thème de la réunion, c'était quoi? L'enseignement primaire pour tous. Donc, il fallait faire un bilan. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2014, combien de personnes ont été alphabétisées, c'est-à-dire qui ont pu apprendre à lire et à écrire? Le Premier ministre Matata n'a pas été capable de donner des statistiques. On ne peut pas lui reprocher tout puisqu'il est là seulement depuis 2012. Mais il a parlé des écoles qu'ils ont construites, tout ça, mais c'était à côté du sujet. Il a parlé même de la bancarisation des salaires des enseignants. C'était encore à côté du sujet. J'ai pris ces deux exemples pour dire quoi? C'est exactement pour relayer un peu ce que Dr Mbungani dit. Il n'y a pas de fatalité. L'homme reste la première richesse d'une nation. Il faut que l'homme soit en bonne santé. Il faut que l'homme soit éduqué. Les pays que nous appelons grandes puissances, en dehors des armées puissantes qu'ils ont, ils ont une économie forte. Ils ont des gens bien éduqués. Parce que là où il y a des gens bien éduqués, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ils vont tout le temps vous demander des comptes. Ils vont vous exiger des résultats. Les gens qui sont éduqués ont l'esprit critique pour faire le départ entre le faux et le vrai, le bien et le mal. Donc, au fond, quand nous parlons de destin, je suis allé un peu vers les Écritures. Ce n'est pas pour vous prêcher la parole biblique, mais juste pour dire ceci, que même au niveau des Écritures, lorsque vous prenez par exemple Genèse 1, 26, je cite un passage, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre. Alors, Genèse 2, 19 est très important dans le contexte qui est actuel. Dieu dit, ce à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Cette phrase est très importante. Nous ne pouvons pas sortir de la situation qui est la nôtre si nous ne décidons pas de prendre notre destin en main, c'est-à-dire que nous devons arrêter de laisser à d'autres nations, les Américains, les Français, les Belges, à résoudre nos problèmes socio-économiques, politiques en nos lieux et places. C'est-à-dire que chacun de nous ici a un don naturel. Mais le don ne suffit pas. Il faut mettre ce don en valeur. Le don, c'est comme une ressource, une mine d'or. Vous êtes assis sur une mine d'or. Mais il faut exploiter la mine pour que vous puissiez avoir l'or et vendre. Mais vous ne pouvez pas dire simplement, j'ai une mine d'or, je suis assis dessus. Vous êtes un pauvre assis sur une mine d'or. L'autre définition, c'est dans Micro-Robert. Encore une fois, puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements. On est là toujours en pleine fatalité. En privilégiant les secteurs qui ont un impact sur le bien-être de la population. Santé, éducation, les infrastructures, la sécurité des personnes et des biens. Et surtout, commencer à être vraiment, comment dire, c'est-à-dire cesser d'être un observateur passif pour commencer à exiger aux dirigeants des comptes. Vous savez, ici, vous avez certainement suivi avant-hier, il y a eu 301 prisonniers qui se sont évadés de la prison à Bukavu. Depuis qu'il y a eu cette évasion, je n'ai pas appris que le directeur de la prison de Bukavu a été révoqué. Je n'ai pas appris que le directeur des affaires pénitentiaires au ministère de la Justice a été sanctionné. Mais c'est l'irresponsabilité générale. Donc voilà un peu, rompons avec la fatalité. Essayons d'être des acteurs de notre destin en investissant sur l'homme. C'est la première richesse de la nation. Tout le reste n'est que futilité. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Ambawechi. On a parlé santé, on a philosophé un peu en rassemblant l'homme congolais, et maintenant on verra ce que ça va donner avec l'éducation. M. Roger Kayarakaou. Ici, il est question de répondre à une seule question. Pourquoi le monde a un regard négatif, une opinion négative sur l'enseignement congolais? En d'autres termes, nous voulons dire, pour chez nous. De par mon expérience dans le secteur de l'enseignement, j'insiste bien, ici nous allons parler de l'enseignement classique, parce qu'il y a aussi l'enseignement spécial pour les enfants avec handicap. Mais ici, nous allons parler, moi je vais parler plus de l'enseignement classique. Cela veut dire de la maternelle au secondaire. J'ai, depuis plusieurs années, mené une étude auprès des parents, auprès des élèves et auprès de beaucoup de personnes. Ne soyez pas surpris si je vous le disais. Pour moi, nous tous, nous sommes responsables. Nous tous, au Congo, nous sommes responsables. Les pouvoirs publics, les parents, les enseignants ou l'école. Quand je dis les parents, je veux parler de la famille. À tous les différents niveaux, nous sommes responsables. Je veux prendre un tout petit exemple.
Je serai beaucoup plus pratique pour ne pas passer votre temps inutilement. Chez nous, il y a 4 langues nationales, langues vernaculaires. On nous demande d'enseigner en français. Je vous dis sincèrement, c'est une grosse difficulté pour les élèves qui doivent être en première et en deuxième. Je dis bien une grosse difficulté. Un enfant qui est resté longtemps à la maison ou en dehors de l'école, qui est habitué à parler de Siluba, Swahili, Lingala ou bien Kikongo. Du coup, il doit se retrouver dans une salle de classe. L'enseignant, n'en parlons pas. Vous savez qu'au Congo, il y a des enseignants qui changent de province, de région. Donc, du temps de Mobutu, on disait région. Moi, j'étais au Bandundu. J'ai fait, par exemple, 5 ans au Bandundu. On m'a permuté, ou bien on muté. Il y a eu mutation, je change de service, on m'envoie à Kinshasa. Est-ce que l'État a tenu compte de cette difficulté-là pour moi? Moi qui étais à Kikwit, qui parlais Kikongo, je dois me retrouver à Kinshasa où je dois parler Lingala. Je passe. Parce que je vous donne seulement une idée afin que vous puissiez préparer des questions. Parce que c'est par rapport à vos questions que nous allons essayer de trouver des réponses ou bien des solutions aux problèmes. 1. 2. Le système de rotation des classes. Un enseignant qui était en première, chez nous, j'ai essayé de voir, d'étudier, d'observer. Il change soit rarement de classe, soit alors, chaque année, il change de classe. Or, un enfant de première qui était cette année en première, qui a appris à écrire comme j'étais titulaire de première, dès qu'il change de classe, il trouve un autre enseignant, une autre éducatrice, c'est une difficulté. Parce que cet enfant devra réapprendre les techniques d'écriture. Déjà un problème. Je continue. Et prenons les livres. J'ai été surpris un jour, je regardais à la télé, il y a eu un ministre belge, je ne sais pas c'est quoi, dans le cadre de coopération technique ou quoi, je ne sais pas, qui se mettait à distribuer directement aux élèves des livres. Je crois que vous avez suivi ça aussi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a des inspecteurs. Si on veut introduire un livre scolaire, qu'est-ce qu'on fait? On dépose le livre, je vais donner un exemple ici, au ministère de l'EPSP. Le ministère de l'EPSP dirige le manuel ou le livre à l'inspection générale de l'enseignement. Là, il y a des inspecteurs qui sont habilités. Ce n'est pas pour distribuer des livres d'abord, ça c'est déjà faux, ça ne se fait pas. C'est pour étudier le livre. On ne peut pas introduire un livre dans l'enseignement sans que ce livre soit étudié. Non! Puisque d'abord, on donne ça aux élèves, d'accord, et aux élèves directement, et les enseignants. Il y a des enseignants qui n'ont pas encore touché ce livre-là, qui n'ont pas ouvert ce livre-là, et ils seront maintenant face, peut-être dans la classe, l'enfant va présenter un livre à l'enseignant, monsieur, voilà tel livre. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'était le fait que j'ai parcouru des livres qu'on appelle livres de français. Apparemment, les Européens ont oublié quelque chose, un mot, le sens du mot adapté. Apparemment. On ne peut pas introduire n'importe quel livre en Afrique parce que nous n'avons pas les mêmes saisons, par exemple. J'ai vu dans un livre de français qu'on a donné au Congo où on parlait de l'hiver, on parlait de l'été, on parlait... C'est pas possible. Je me suis posé la question de savoir, l'enseignant qui aura ce livre, quelle méthode il va utiliser pour transmettre les connaissances vers ses élèves. Lui, peut-être, il n'a jamais été en Europe, il ne connaît même pas l'été, il ne connaît pas l'hiver. Je me demande bien, qu'est-ce qu'il va faire?
Et avec ça, les autorités congolaises non seulement ont accepté, mais ont mobilisé toutes les chaînes de télévision et de radio. Ça passait en direct. Sur les YouTube, tout ça. Et c'est une honte. Pour moi, c'est une honte en tant qu'enseignant. Moi, je suis enseignant congolais. Pour moi, ça ne peut pas passer. Je n'étais pas d'accord avec ça. Et je donne un dernier exemple pour terminer. Il y a ce qu'on appelle le matériel didactique. Cela veut dire, quand on enseigne, il y a deux choses qu'on doit utiliser. La méthode et le procédé. La méthode est la voie à suivre pour amener les enfants vers l'objectif, vers le but d'une leçon, le but à atteindre. Tandis que le procédé, c'est le moyen qu'on va utiliser pour arriver à donner, à transmettre le savoir. Déjà, là, je suis malade. Je suis malade parce que tout ce qu'on appelle école de formation, école des moniteurs, école normale, ceux qui sont là, qui sont appelés entre guillemets formateurs, c'est-à-dire qui sont appelés à former des enseignants, eux-mêmes, je déplore. Donc, pour terminer, pour clore ce chapitre et ce point, je voudrais simplement vous dire, nous tous, nous sommes responsables. Et chacun de nous maintenant, je demande à chacun de nous de vérifier, d'essayer un peu de mesurer le degré de sa responsabilité. Les parents, est-ce que l'enfant a bénéficié de l'encadrement qu'il faut? Est-ce que l'enfant s'est senti aimé? Est-ce que vous avez l'habitude de respecter vos enfants? Est-ce que vous avez donné à vos enfants l'amour qu'il faut? Est-ce que vos enfants se sentent-ils à la maison considérés? Voilà. Je vous ai donné là-bas plusieurs chemins, plusieurs champs, je vais appeler ça comme ça, champs, pour essayer de raisonner, pour essayer un peu de comprendre. C'est un point, je vous assure, sur l'éducation. Je n'ai parlé que d'un seul aspect, l'aspect instruction, aspect information. Donc formation, instruction, tout ce que vous voulez. Mais s'il faut revenir sur l'aspect éducation, je vous assure, ce sera jusque demain matin. Et je reprends, je le dis comme mes co-débatteurs ont dit avant moi, nous sommes responsables, mes frères. Nous sommes responsables à des degrés divers. Et pour terminer, vraiment pour clore, vous savez que notre société commet une très très grosse erreur. Si vous regardez dans les dictionnaires, enseigner signifie conduire, montrer, instruire. Il y a beaucoup de vocabulaire. Mais l'enfant, on ne peut pas donner à l'enfant des faussetés. Or, si vous regardez aujourd'hui, la personnalité d'un enfant est bâtie sur la fausseté, tricherie. On trouve que tricher c'est normal. On trouve que frauder c'est normal. Alors que c'est pas ça. Moi en classe, je dis à l'enfant, attention, il ne faut pas tricher, il faut mériter les points. Mais l'enfant arrive à la télévision, il trouve, bon, on appelle ça l'éducation diffuse, c'est-à-dire l'éducation que nous recevons en dehors de l'école. Non, il y a quelqu'un qui a triché, et puisqu'il a réussi, on a applaudi, on l'a proclamé vainqueur. Et dans la tête de l'enfant, qu'est-ce que ça va faire? Je suis à la télévision, j'étais en train de regarder les Américains bombardaient un pays. Je prends pour ne pas le citer, l'Afghanistan. Il y avait des enfants qui tombaient, bras arrachés, jambes arrachées. Et pourtant, moi j'ai dit aux élèves à l'école, pendant la récréation, pas de violence, pas de jeux dangereux. Imaginez le jour suivant, quand les enfants seront chez moi, à l'école, en classe. Ils vont poser la question, monsieur, mais vous dites que on ne peut pas faire des jeux brutaux, on ne peut pas faire des jeux dangereux, on ne peut pas faire ceci. Mais parce que quand les Américains bombardent, par exemple, pour les enfants, c'est comme le jeu de Harry Potter. C'est comme ça, c'est une blague. Hein? Or, les vies humaines, il y a perte de vies humaines. Voilà pourquoi je vous ai dit aussi que nous sommes tous responsables. C'est à tous
les niveaux, à tous les niveaux. Parce qu'au niveau international, il y a ce qu'on appelle les droits de l'enfant. Comment on doit bombarder dans un pays où il y a des enfants, où il y a des femmes? Mais celui qui est, je ne sais pas, l'UNESCO ou quoi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, je termine. Pour conclure, je dis, l'enseignement, ce n'est pas ce qu'on dit à l'enfant, mais l'enseignement, c'est ce que nous faisons. L'enfant, on peut lui parler du matin au soir. Mais lorsque nous posons un acte qui est contraire à ce que nous lui avons dit, il retient vite ce que nous avons posé comme acte. Je dis et je vous remercie. Merci à nos trois orateurs. Et maintenant, nous entrons dans la partie participative. Vous êtes appelés à poser des questions, à faire des analyses sur tout ce que vous avez entendu et même sur ce que vous n'avez pas entendu. Là, je me permets d'être le premier questionneur de mes orateurs. La première question s'adressera à M. Amba Owechi. Certains analystes ont dit un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Est-ce que cet adage est vérifié dans le cas du Congo? Si sa classe politique est corrompue et incapable, donc le peuple congolais est corrompu et incapable. Ça, c'est une question adressée à M. Amba Owechi. À M. Roger Kayala et Jean-Jacques Bougani, ce serait une question. Régulièrement, je fais Kinshasa-Congo, 2-3 fois par an. J'ai remarqué dans le pays qu'il y a des instituts qui forment des médecins. À Kisantu, à Kinshasa-Limité, à Ngaba, qui forment des médecins. Est-ce que cela est tolérable? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Un institut qui n'a pas de laboratoire, qui n'a pas un lit, qui n'a pas des éléments didactiques, elle forme des médecins. Et je connais un petit qui est arrivé ici, il me dit qu'il a terminé à l'université de médecine de Kisantu. Ça, je n'ai pas laissé en tout cas. Est-ce que cet aspect-là ne vous dérange pas, vous qui êtes du domaine? Voilà les deux questions que j'avais pour mes orateurs. Mais à vous, notre assistance, tous ceux qui ont des questions en français ou en lingala kikongo, on vous répondra. En tout cas, soyez participatifs et nous remercions encore une fois l'Alliance Barambou Belgique qui a organisé cette conférence débat. C'est une alliance, c'est une ASBL bien ancrée à Kinshasa Barambou, qui est dirigée par son coordonnateur Patrick Messo, que vous verrez à la fin, par M. Maki Makiadi. Et je crois que c'est une première, mais il y en aura d'autres de ces types de conférences débat. Quand vous nous entendez, aidez-nous, participez à nos actions et c'est comme ça que le Congo se reviendra. Merci beaucoup. Comment répondre à cette question? Une très importante question. Je vais prendre simplement un exemple. Le 24 avril 1990, le président Mobutu a annoncé la fin du régime monopartisan. Tout le monde a applaudi. Démocratie. Nous sommes allés à la conférence nationale. Il y avait 3 mots ou 4 qui revenaient. Premier mot, plus question de dictature. Un régime démocratique, un régime respectueux de droits et libertés, bref, des droits de l'homme, l'état de droit. Un jour, d'ailleurs, j'ai demandé à un monsieur, un médecin, faut pas m'en vouloir, docteur. Je lui dis, mais vous dites état de droit, qu'est-ce que veut dire état de droit, docteur? Oh non, état de droit, mais il faut chercher d'abord à savoir que recouvre le terme état de droit. Or, depuis 1990, tous les Congolais disent Toringi état de droit. Mais état de droit, c'est quoi? C'est un peu comme ici. L'État n'est pas attaché aux dirigeants. L'État fonctionne sur base des règles. C'est-à-dire que le roi Koiko Koufa,
il y a constitution qui prévoit règle pour remplacer le roi. Donc, roi Koufi. Non, il y a des règles. Chez nous, il n'y a pas de règles. Donc, je disais donc, 24 avril 90, Toseperi, démocratie, respect des droits de l'homme, état de droit, etc. Conférence nationale. Oh, tout le monde, respect des droits de l'homme. Abba Mobutu, il faut le respect des droits de l'homme. Et puis, paf, l'AFDL arrive en 97. On fait marche arrière. Les arrestations arbitraires, violences, les exécutions extrajudiciaires. Il y a des gens qui commencent à trouver des excuses. Je ne sais pas s'il y a des frères katangais ici. Je vais dire ce que je vais dire, mais ce n'est pas une question de régionalisme ou quoi. Nous devons apprendre à nous dire des vérités. Lorsque quelqu'un de l'Équateur est au pouvoir, moi je suis de l'Équateur, il commet des erreurs, moi en tant que quelqu'un de l'Équateur, je me tais, parce que c'est un mien. Lorsque je suis du Bas-Congo, celui qui est au pouvoir du Bas-Congo, il commet des erreurs, je me tais. Aujourd'hui, les gens disent ça, Sanjo Tourietou. Mais il faut qu'on arrête avec cette histoire. Hier, les gens de l'Équateur disaient c'est leur tour. Maintenant, les gens du Katanga disent c'est leur tour. On arrête des gens, les gens vous expliquent même le bien fondé de la dictature. Ah non, il faut pas Kangabango. Aux hommes, on a troubler l'ordre. Nous avons dit Toringi Lissousou. Régime Wanate. Toringi, démocratie, état de droit, respect des droits de l'homme. Chebeya est mort. Vous savez, Chebeya était un ami. Je l'ai connu ici à Bruxelles. J'ai senti qu'on avait vraiment plusieurs valeurs en partage. La première valeur, c'est le respect de la vie. Deuxième valeur que j'ai découvert chez cet homme, le respect de la dignité de la personne humaine. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il m'envoie un communiqué. Je lis dans le communiqué qu'on a arrêté un membre de la garde présidentielle. Et la voix de sans voix prend la défense de cet élément de la garde présidentielle. Je l'ai appelé. J'ai dit, mais, Floribert, qu'est-ce que tu fais là? Mais le type qui est arrêté, c'est un tensionnaire. Il dit non. Dès qu'il est arrêté, il devient une victime. Notre rôle, c'est de défendre tout Congolais dont les droits sont brimés. Garde présidentielle ou pas, c'est un citoyen. Ça m'a fait réfléchir. Non, la question posée par H. Bouchiri est très importante. Nous avons vu dans un pays comme le Sénégal, moi j'ai vécu 2 ans au Sénégal, la majorité de la population est analphabète. Mais quand le président Ouadé a voulu modifier la Constitution pour instaurer l'élection présidentielle au suffrage universel indirect et créer une sorte de ticket entre lui et son fils, Sénégalais, bimina balabala. Donc c'est une manière de répondre à la question. Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons, parce que si vous êtes des fatalistes, vous regardez, comme Einstein a dit, le monde va mal, pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Voilà tout ce que je peux dire. Pourquoi est-ce que les instituts foisonnent à travers la République? Ça, c'est une politique qu'il faut décrier, parce que ce n'est pas normal. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont sous-formés ou moins formés. Je vais donner des exemples pour illustrer. Ce n'est pas simplement dans les instituts que les médecins sont sous-formés, même à l'université. Je ne citerai pas de nom, mais vous imaginez qu'un gastro-entérologue, celui qui est capable d'examiner votre foie, vésicule biliaire, et tout ça, terminant à Kinshasa, peut-être n'a jamais fait une endoscopie digestive. Il faut qu'après la formation, il vienne faire ça ici en Belgique, a posteriori, ce qui est impossible. Et ce qui est encore plus malheureux, je ne sais pas s'il y a des ministres qui s'occupent vraiment
des services techniques, en principe, avant d'implanter une école quelque part, il y a d'abord une enquête. D'abord, le service s'appelle le service de planification. Ce service essaie de voir, est-ce que dans les environs, il n'y a pas d'autres écoles, d'autres établissements de même type. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est comme le dit mon docteur aussi à côté, ça foisonne de partout. Hein. Parce que, si vous savez dévisser quelques billets de dollars, le ministre signe un arrêté. C'est comme ça qu'on retrouve sur la même rue 40 écoles. 40 écoles. Même sur le manguier, sous le palmier, c'est une école. Alors, il y a une raison de plus pour moi de faire appel à notre conscience nationale. Si moi je suis parent, je sais que là où on inscrit les étudiantes ou les étudiants, toutes les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi moi je dois inscrire mon enfant là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Comme l'a dit le docteur, il n'a pas prononcé les mots, je vous dis. Maintenant, à l'université, partout, je dis partout, au Congo, il y a les points sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Le professeur n'a pas le temps de corriger les notes. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Là, il connaît quelques étudiants à peine. Donc, les étudiants doivent faire, entre guillemets, l'article 15. Pour ne pas dire article 15, je dis Matthieu 7.7. Merci. Je passe le micro à monsieur, il va se présenter et poser sa question. Oui, merci beaucoup pour m'avoir attendu le micro. C'est M. José Boitou. Donc, ma première question est chez le docteur Mourgani. J'allais savoir si le Congo est membre de l'OMS. Si la RDC est membre de l'OMS, donc elle cotise pour l'OMS, comme Burkina Faso, comme Bénin, que sais-je encore. Alors, quel est le rôle de l'OMS quand il voit la précarité de santé des Congolais, de la RDC? Parce que la RDC cotise, je suis sûr et certain. Ma deuxième question est chez M. Amba. Donc, laissons de dire que nous sommes les acteurs pour le Congo. Puisque les pays comme les États-Unis, l'Europe, ils ne traitent pas avec la population, mais ils traitent avec les gouvernements. Oui, je m'appelle Ange. J'ai 3 questions pour les différents orateurs. Ma première question s'adresse au docteur Mbongani. Bon, pour le docteur, je dirais, concernant la santé, quel élément qui pourrait être l'élément essentiel pour que les Congolais puissent au moins profiter d'une bonne santé qui pourrait un peu améliorer la qualité de santé au Congo, qui pourrait, ne fût-ce qu'un peu apporter quelque chose en attendant que le gouvernement puisse apporter une aide favorable. Pour M. Wedi, je dirais ceci. Quand vous étiez content du message des jeunes Kerry, moi par contre j'ai pensé que c'était un échec pour les capacités de l'opposition congolaise qui n'arrive même pas à choisir un porte-parole il y a pendant 8 ans. Ma question maintenant est celle-ci. Pour vous, quelle est la personne qui sera mieux pour remplacer Kabila pour que les Congolais aient une attitude meilleure face à son destin? Ma troisième question, pour M. qui a parlé de l'enseignement, M. Roger, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a une différence entre l'éducation et l'enseignement. Ouais, merci. Je m'appelle Trésor Lissesanga. Quelle est l'analyse que faites-vous sur le phénomène animateur télé? À Papa Kayala, que je connais bien, qu'est-ce qu'il faut
pour une éducation meilleure pour notre Congo de demain. Monsieur Mbongani, je ne maîtrise pas bien ma question, mais je vais juste essayer de vous poser ça à propos du dépistage du diabète. J'ai un ami au Congo qui m'a dit il y a plusieurs gens qui partent à l'hôpital sans pour autant savoir qu'ils sont de malades. Donc ma question est juste de savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour vaincre cette fléau-là, donc du diabète. Merci beaucoup. Ma question concerne M. Amba. J'aimerais que M. Amba puisse nous éclaircir un peu sur les mesures que les Congolais peuvent prendre pour encadrer ces concepts-là d'ingérence positive. Parce que dans le passé, nous avons vu que toutes ces ingérences positives n'amenaient que le peuple congolais à sa faillite. Moi, c'est le pasteur Araka Songo. J'exerce mon ministère ici à Bruxelles. J'ai une question qui doit aller de tous les côtés, dans tous les sens. Je crois que même les quatrièmes orateurs, s'ils étaient là, ça devait toujours être les mêmes. Je sais que mon Seigneur m'a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ce n'est pas que vous serez heureux, mais pour vous que vous les pratiquez. Quels sont vos objectifs? Et qu'est-ce que vous nous conseillez pour aider cette petite ASBL afin de pouvoir pallier dans nos déficiences que vous nous considérez? Parce que j'ai vu les trois côtés. On a considéré comme si le peuple, la société aussi, avait sa part à faire. Mais si la société a sa part à faire, ça veut dire que nous devons contribuer, faire tous ces petits bouts de doigts qui commencent déjà à faire dans ces débats et réflexions. Qu'est-ce que vous, comme orateur, vous avez comme objectif pour le peuple congolais afin que nous puissions pallier à cela? Nous pouvons connaître tous vos désirs, tout ce que vous venez de dire, mais montrez-nous ce que nous devons faire, la pratique. Merci. L'ASBL Planète Réfugiée. Juste une petite question que j'ai à M. Kayala, qui a parlé de l'enseignement. Moi, ma question est celle-ci. Pourrions-nous considérer à ce jour qu'au Congo existe-t-il réellement l'enseignement d'une manière claire et correcte? Si oui, pourriez-vous citer quelques écoles qu'on peut considérer actuellement? Parce qu'en général, je peux citer par exemple au niveau de l'université, à ce jour, il y a des professeurs qui touchent régulièrement 2000 €, il y a cela, 2000 $ plutôt, il y a cela environ une période de 1 an et demi que j'ai comptabilisé, mais existe toujours des corruptions. Si au niveau de l'université, le professeur, le docteur qui sont là considérés, se permet à faciliter la corruption, est-ce que au niveau élémentaire peut exister vraiment l'enseignement correct? Et ces gens-là qui passent leurs études par biais de la corruption, quels seront leurs fruits au niveau de la société? Merci, Général. Le temps, parce que vu le programme. Effectivement, donc le Congo, membre de l'OMS, l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs pays sont membres dont la RDC. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, comme j'ai dit dans le propos, c'est une couverture sanitaire pour tous. Diminuer la pauvreté, l'accès aux soins de santé pour tout le monde. On a parlé de soins de santé primaires, soins de santé secondaires. On a parlé des déterminants sociaux, donc les gens ne naissent pas à la même enseigne, ne grandissent pas au même endroit, ils sont dans des pays différents, continents différents. Mais que voudrez-vous? L'OMS ne va pas se substituer à la politique nationale de santé de chaque pays. Donc, je corrobore avec ce que vous avez dit tantôt. S'il y a encore des déficits, parce que dernièrement, le ministre de la Santé a reçu un responsable de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont constaté que le déficit est là. Je vous ai dit, 126 décès sur 1000 enfants de moins d'1 an.
plus de 300 décès sur 1000 enfants de moins de 5 ans. Les mortalités maternelles, n'en parlons pas. L'accès aux soins de santé, les moyens, la précarité étant telle que c'est à notre pays d'organiser sa prise en charge sanitaire. Quand on a un budget de moins de 4%, alors qu'à la conférence d'Abuja de 2010, les pays africains se sont entendus pour que au moins chaque pays ait 15% du budget consacré à la santé. Nous n'y arrivons pas. Ce n'est pas l'OMS qui va venir se substituer à nos acteurs politiques. Voilà un peu ce que je pouvais répondre à cette question, à ce point de vue-là. Par rapport à notre frère qui a parlé de quel est l'élément essentiel pour que le Congolais puisse améliorer sa qualité de santé en attendant que l'État s'en charge. Non. Je crois que M. Amba a expliqué par rapport au destin. Quand on dit le Congolais face à son destin, il y a le point de vue individuel des Congolais, l'individu, il y a aussi l'État. La santé, ce n'est pas une question des individus. La prise en charge sanitaire, il s'agit des États, parce que quand il y a des réunions pour le projet de millénaire, ce n'est pas des individus qui vont représenter, c'est l'État. C'est l'État qui met en place une politique pour sa santé. Ce n'est pas parce que M. X ouvre sa polyclinique à Kingabois que lui est responsable de la politique sanitaire de la République. Il gère un problème au niveau local. Donc on ne peut pas aussi décourager ce que la possibilité de mettre des structures médicales de proximité, mais tout le danger est que ces structures médicales doivent quand même être chapeautées au niveau national pour éviter les dérives telles que ça a été longuement dit dans l'exposé. À la question de M. Trésor, pour parler du diabète, ça c'est vraiment pratique. Je vais paraphraser, j'ai eu un cas personnel. Quelqu'un est malade, on l'emmène dans une polyclinique directement. On lui met une perfusion de glucosé, ce qui se fait souvent à Kinshasa, un glucosé 30% ou 50%, et puis paf, après il meurt, parce qu'on n'a même pas fait le dépistage pour savoir s'il est diabétique ou pas. C'est ça le problème. Le diabète, c'est quoi? C'est une élévation de taux de sucre au niveau sanguin. Il y a des tests, des tigètes, comme ça se fait ici régulièrement, pour doser le taux de sucre ou une prise de sang. Mais vous savez, à Kinshasa, dans les polycliniques, les tests qu'on fait, ce n'est que la goutte épaisse pour voir malaria, typhoïde rapidement, mais les autres tests ne se font pas. Donc c'est un problème aussi au niveau national de réglementer. On ne sait pas, cette personne a quelle maladie, on lui met directement une perfusion. Des fois, innocemment, de la part de l'infirmier, dans le but de sauver, mais voilà, et vous arrivez le matin, on vous dit que telle personne est décédée, et c'est vraiment dommage. À la dernière question, adressée par le pasteur, adressée à tout le monde d'ailleurs, quels sont les objectifs pour aider notre iceberg ici? Je pense que l'aide palpable que nous puissions apporter, que je puisse apporter pour moi, c'est déjà aujourd'hui de participer à cette conférence. Sensibiliser, conscientiser les gens par rapport à ce qui se passe chez nous, et faire les échanges, c'est déjà un premier pas. Dans l'avenir, je pense que l'association est grandissante. On pourra organiser des activités payantes dans lesquelles nous, intervenants, pouvons venir aussi faire des exposés et échanger et afin que les gains puissent aider l'association de Bana Bandal, de Bandalung ou à Bruxelles, à Barombo, je m'excuse, à prospérer. Donc, je suis d'accord pour que nous puissions donner notre contribution, qui à ce jour reste une contribution intellectuelle, si elle peut générer des capitaux pour le bien de l'iceberg Bana Barombo, Bruxelles, je suis partant pour ce projet. Je vais essayer un peu de répondre. Alors, il y a le premier monsieur, bon, je n'ai pas noté les noms, c'est monsieur qui est en face. Moi, je n'ai pas dit que j'étais contre que des compatriotes étudient dans des écoles privées. Non. Moi-même, j'ai travaillé dans une école privée, l'école Massamba. Donc, je ne vais pas la citer. Et j'ai vu que ce sont ces élèves que nous avions formés qui venaient en Europe, qui nous apportaient des meilleurs résultats. Notre souci, moi, ici, en tant que formateur ou bien intervenant, le souci, c'est que la majorité. Moi, je veux que la majorité des Congolais profitent. Parce que l'enseignement est là pour tout le monde. Je passe rapidement. Le problème des langues. Quand je parlais
Bon, malheureusement, on a commencé en retard. Je n'ai pas eu le temps de faire un petit pas en arrière. Mon problème n'est pas que l'enseignement soit dans une langue vernaculaire. Non. La langue vernaculaire est une langue importante pour expliquer. Lorsqu'il y a un mot français, on peut expliquer ça en lingala, en kikongo, en chiluba ou en swahili. L'enfant comprendra mieux que si on continue à lui expliquer du français. Je le dis par expérience, parce que j'étais enseignant. La difficulté chez tous les enfants, c'est pas la même chose. Hein. C'est différent. Il y en a qui comprennent directement français. Il y en a pour qui il faut aller par des exemples, ou bien des dessins, ou bien... Ça, c'est l'intérêt. Bien. Moi, Voilà. je fais enseigner aussi. Ah, voilà. Vous savez. Heureusement. Et vous avez parlé des livres. Moi, ce qui m'a choqué, ce n'est pas que le blanc donne des livres aux élèves. Parce que moi, j'étais enseignant, on m'a appris, ce sont les Belges. Moi, j'étais formé par les Belges. Ils m'ont dit, lorsqu'il faut introduire un livre dans l'enseignement, ce livre doit passer par l'autorité morale, ce qui est l'État. Et qui dit l'État, le ministre. Le ministre est représenté par un inspecteur. C'est l'inspection qui donne un avis favorable ou défavorable. Sinon, on ne parlerait pas de programme adapté. Sinon, on ne parlerait pas de matière adaptée. Tout le monde ferait ce qu'il voudrait. C'est pas bien. Bon, là, je termine en tout cas par rapport à votre question. Donc, je ne suis pas d'accord qu'un blanc, qu'un étranger, futur blanc, vienne chez moi faire ce qu'un ministre de chez moi ne peut pas faire chez lui. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis enseignant, on doit respecter. Si chez eux, ça ne se fait pas, chez moi non plus. Deuxième personne, la première question, sur le monsieur, oui. Si vous m'avez bien suivi, j'ai très bien dit que la matière était vaste sur l'éducation, mais moi, j'avais pris seulement un aspect. J'avais insisté. J'ai dit, j'ai pris un aspect, parce que si on doit parler de tout, on sera ici jusque demain. C'est ce que j'ai dit. Donc, je ne suis pas là pour contredire ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. On a parlé un peu, simplement, de l'aspect qui concerne l'instruction. Pour la société, je vous ai dit tout à l'heure là que nous oublions une chose. J'ai donné même l'exemple du Congo. Je suis candidat aux élections. Je fraude. Je triche. On proclame. L'abbé Malmol proclame. Moi, je dis j'ai réussi. Mais j'ai triché. Et j'ai dit que ce n'est pas bien. Parce qu'il y a en pédagogie ce qu'on appelle l'éducation diffuse. L'éducation que les enfants ramassent. Par-ci, par-là, à l'église, au marché. Si moi j'ai dit à un élève aujourd'hui en classe qu'il faut étudier, travailler pour réussir, et que l'enfant voit à la télévision un gars, un monsieur, un Congolais, qui jubile parce qu'il a triché, il a fraudé, et il a réussi. Qu'est-ce que moi je veux dire à cet élève? Parce qu'il viendra vers moi pour lui dire, ah, mais monsieur, c'est pas possible. Et vous le savez, quand les enfants sont dans une salle, c'est une sorte de compétition. Lorsque lui a étudié et il a eu 6 sur 10, et qu'un autre a triché, il a 10 sur 10, moi je lui donne 10 sur 10. Imaginez plus la réaction de cet élève par rapport à ma personnalité. Je crois que là, nous sommes d'accord aussi. Donc, je vais à la troisième personne. La troisième personne m'a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Merci mon frère. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous le savez, les parents, la famille constituent aussi un agent de l'éducation. Des bons exemples. Nous devons être corrects. Si moi je suis papa, je prends un exemple, j'arrive chez moi à la maison, mon enfant me brandit un bic qui n'est pas le sien. Il dit, papa, c'est bon, mon ami, j'ai pris ça parce que j'ai fait la vie. Je vais lui dire, demain, dès que tu arrives à la classe, remets. Si je le vois ce bic dans ton cartable, tu auras une punition. Nous devons veiller à ce que les enfants se comportent correctement. C'est nous. Mes frères, la bonne éducation ne commence pas à 20 ans, 40 ans. Non. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre un film qui est passé sur Internet, je crois, sur Idi Amin et sur Kadhafi. Mais la personnalité se construit dès le bas âge. Dès le bas âge. Vous êtes maman, vous allez au marché, vous achetez des histoires pour 5 €, vous donnez 10 €. La personne vous retourne 15 €. L'enfant vu. L'enfant vu par nous dit, c'est une chance. Vous voyez déjà.
vous appelez déjà votre enfant à voler. Parce que la prochaine fois, quand on ne lui fera pas le retour des 15 €, il va chercher à mentir, à tromper, à prendre ce qui n'est pas, ce dont pour lequel il n'y a pas de droit. Donc, je m'arrête là, je veux aller trop loin. Comme on l'a dit, nous aurons d'autres occasions. Il y a quelqu'un personne, le pasteur. Oh, pasteur, qu'est-ce que je vais ajouter? Docteur a tout dit. Nous sommes là, je nous engager. Je suis là, disponible, 24 heures sur 24, pour l'Alliance Banabarou. Donc, chaque fois qu'on me appelle, quelles que soient mes occupations, je m'avancerai pour être là. Et je serai là. Et enfin, il y a, je crois, quelqu'un qui a parlé de l'ASBER. Ah, oui, le monsieur qui est responsable de l'ASBER. Moi, je le dis, je le répète, je voudrais apporter ma contribution dans tout secteur, dans tout domaine pour lequel je peux. C'est-à-dire, s'il y a enseignement, et je pris langue avec certains responsables de l'association, je souhaiterais même que l'association puisse monter une école privée d'expérimentation. Je serai là. J'apporterai mon expérience et je me mettrai au service des Congolais, sans condition. La première question de M. Boitou. Je retiens seulement une dernière phrase. Vous dites arrêtez de culpabiliser la population. On ne culpabilise pas la population. On constate que nous avons une population résignée. Une population qui se laisse, comme le pasteur est là, qui se laisse gifler sur les 2 joues sans réagir. Il faut que la population arrête de vivre dans la fatalité. Quand le goût... Vous savez, il y a un philosophe français, Alfred de Vigny, a dit une phrase, je ne sais pas si je saurais répéter exactement, il a dit ceci: je n'ai pas à aimer ou à détester le cocher. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il me conduit dans la bonne direction. Nous devons nous poser la question, est-ce que nos dirigeants nous conduisent dans la bonne direction? Si ce n'est pas le cas, nous, on ne doit pas accepter. On doit leur exiger des résultats. S'il n'y a pas de résultats, on doit manifester notre mécontentement. Ça, c'est la première chose. Je veux passer à M. Ange à propos de l'intervention de M. Kerry. Vous savez, moi, je suis contre les ingérences. D'ailleurs, j'anime un journal en ligne qui s'appelle Congo Indépendant, et l'adjectif indépendant a été vraiment pris à dessein. Mais je constate en même temps que l'opposition n'est pas capable de faire contrepoids face au régime autoritaire qui est dans le pays. À mon humble avis, c'est pourquoi je qualifie cette ingérence de positive, parce que ça donne un petit coup de pouce à l'alternance. L'alternance, c'est contenu dans la Constitution. J'espère que c'est suffisant comme réponse. Monsieur Trésor Lycée Sanga, je ne sais pas si vous faites allusion à l'explosion des médias sur l'Internet. Je dirais d'un côté, c'est une bonne chose. La liberté de la presse, c'est toujours une bonne chose. Mais de l'autre, le danger, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens qui font le travail de journaliste ne sont pas des journalistes de formation. Ils prennent des libertés avec la déontologie. Je vous donne un exemple. J'ai lu dernièrement dans un journal à Kinshasa qui s'attaquait à M. Kengo parce que on disait que son proche collaborateur, qui est en même temps son beau-fils, avait transmis un document à RFI. Et le journaliste écrit: d'ailleurs, ce beau-fils ne vit même plus avec la fille de Kengo, ils sont séparés, tout ça. Vous savez, moi je suis journaliste de formation. J'ai eu l'urticaire quand j'ai lu ça. On ne touche jamais à la vie privée de quelqu'un. Un bon journaliste ne peut pas le faire. J'étais surpris de lire ce genre de choses. Je peux détester le beau-fils de Kengo, ça, le problème ne se pose pas. Mais m'attaquer à sa vie privée, ah non,
Un journaliste ne peut pas le faire. Donc voilà, je suis partagé. D'un côté, je dis, cette liberté de la presse est bonne. Mais le danger, c'est les dérapages, les dérives. Mon frère, là, je n'ai pas retenu votre nom. M. Bassembe, les mesures que les Congolais doivent prendre pour encadrer ces ingérences positives. Mais il n'y a pas de mesures à prendre. Nous avons parlé ici de l'homme congolais et son destin. Depuis que... Oui, je vais vous dire, je reprends votre question. Nous avons trop laissé les autres façonner notre destin. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il est temps qu'il y ait une génération de rupture qui dit « ça suffit, basta ». C'est terminer cette histoire. Quand nous avons un problème chez nous, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'on pense au Kasaï, au Katanga, au Bas-Congo, etc., on se demande, dit, bah, français, bah, Robinini, bah, américain, bah, Robinini, bah, américain, bah, Robinini. C'est ça le problème. Nous avons un problème. Vous savez, un grand écrivain et homme politique congolais qui n'est plus de ce monde a dit, nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables. C'est Auguste Mabika Kalanda. Je passe à Pasteur Kassongo. C'est la dernière question. Quels sont vos objectifs? Écoutez, moi je suis journaliste. Mon rôle, c'est de vulgariser les informations, les activités de l'Alliance Belgique-Barumbu. Je suis prêt à vulgariser et faire connaître leurs activités. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas une autre ambition. Que faire pour la SBL? Ça, je crois qu'ils sont mieux placés pour répondre à la question. Et enfin, moi, je dirais que moi, je les félicite. Parce que j'ai remarqué, depuis 10 ans que je dirige le site internet Congo Indépendant, les Congolais ne s'intéressent qu'aux informations politiques. Tout ce qui touche à la santé, l'éducation, le bien-être de la population, l'économie, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse à remanier Rosalema. Nani a commis ministre, Nani a Longwe, Moni, a Kanisa Kinini. Voilà le drame. Donc, il faut qu'on change. C'est ça la tête, si ça ne marche pas, le reste, ça ne va pas. Il faut qu'on change. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. L'assistance avait soin qu'on pouvait bien continuer, mais partir vite. À moi de vous présenter également le coordinateur principal de l'association, M. Patrick Messo, qui est invité devant. Il y a également M. Yamaki Makiadi, qui peut venir également. Donc c'est grâce à eux deux, ici à Bruxelles, on a pu tenir cette conférence de débat qui est une première, mais j'espère que ce n'est pas une dernière. En tout cas, bravo à vous et grand merci. Si vous avez un petit mot, mais dans l'entretemps, la table est derrière, on peut déjà... Ah ouais, ils diront leur petit mot sans... Allez, je passe à vous. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Merci beaucoup, mon frère H. Bouchiri. Je m'appelle Patrick Messo, je suis le coordonnateur des associations des Bana Barumbu. Parce qu'en fait, ici, il y a l'Alliance Barumbu Belgique qui est installée ici. Ça fait 4 ans que nous existons ici. Mais il y a le pendant de cette association qui est au Congo. Et là, c'est l'association des Bana Barumbu. Comme disait hier H dans une station communautaire ici. Donc, c'est une association qui a pignon sur rue à Kinshasa. Mais en fait, ce n'est pas de l'arrogance de le dire, mais nous avons opté pour la proximité avec la population. Mais je ne vais pas m'attarder en français, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on parle français. Bon, parlons aussi nos langues nationales. Donc, voilà. On s'appelle Mingi Mabino. Et puis, oyo balingi basunga biso na makambo ndenge monsieur journaliste Ambawe Chauchi koloba
total la politique politicienne. Tout ça peut trop vivre. Hein? Donc voilà. Merci Mingi Nabino. Et puis nous espérons qu'à la prochaine fois vous serez encore plus nombreux à nous suivre. Et suivez aussi nos activités sur nos pages Facebook. Nous avons une page là, groupe Alliance Barou Belgique, groupe Association de Banababumbu qui est sur page Facebook. Là, vous verrez quand même nos réalisations sur Kinshasa. Merci beaucoup. Je vous passe notre président Yamaki Makiadi, le général Ben. Merci. D'abord, je tiens à remercier Papa Kayala, Dr Mungani, Papa Mbawechi, sans oublier nos caméramens, nos presque sont là, Papa Gérard, les amis de Wechi, Papa Linia, Papa Linia, et puis sans oublier notre confrère qui est là, Ivan Randal, il est professeur à la site Naye, et puis à vous tous qui sont là, et surtout à nos mamans. On n'a que des mamans. Merci à maman. Merci à maman. À la prochaine, on souhaiterait que la maman va aider. Comme le secrétaire il a dit, ça on appelle ça comme première édition. L'année prochaine, si tout va bien, on va essayer de lancer une deuxième édition. Avec votre concours, s'il y a des remarques, des choses à faire, en coulisses, on peut les parler pour essayer de les modifier, qu'est-ce qu'on peut faire. Je n'ai pas beaucoup à dire, c'est que je vous dis c'est ça. Et donc, merci.